Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview de Fabien Amias. Fabien, vous recevez ce matin Jean-Louis Beffa, le président d'honneur de Saint-Gobain. Bonjour Jean-Louis Beffa. Bonjour. Vous publiez le 2 février « Se transformer ou mourir » aux éditions du Seuil, où il est beaucoup question de l'affrontement entre l'économie traditionnelle et l'économie numérique. On va évidemment en parler. Mais d'abord, les socialistes débattent ce soir. Quelques thèmes clés émergent de leurs propositions. Qu'est-ce qu'un grand patron comme vous, qui réfléchit à la société du travail, pense par exemple du revenu universel ? Je crois que le revenu universel, c'est véritablement quelque chose qui nie le travail et la possibilité de trouver du travail pour un nombre suffisant de nos citoyens. Or, je suis absolument persuadé qu'en libérant les énergies, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit chez des entrepreneurs individuels, on peut arriver à résoudre le problème du chômage. Donc, fondamentalement, d'abord, intellectuellement, je crois que c'est une erreur énorme. Parce que le constat de ceux qui défendent ce revenu universel, par exemple Benoît Hamon, c'est que la société va inéluctablement vers moins de travail, et envisage même d'ailleurs de passer aux 32 heures, etc. C'est pour vous une fausse piste. Complètement. Il y aura plus de travail demain. De toute façon, il y a autour de nous plein de pays qui montrent qu'il y a du travail, ne serait-ce que l'Allemagne. Dans votre livre, vous évoquez abondamment l'économie numérique. Mais est-ce que la conséquence de cette numérisation de l'économie n'est pas la destruction inéluctable de l'emploi ? Le numérique, on le sait, ça crée de la richesse, ça crée de la valeur, ça rapporte énormément d'argent, mais est-ce que ça crée des jobs ? Je crois qu'il y aura énormément de nouveaux emplois qui seront créés par le numérique. Prenons par exemple le monde du vieillissement de la population. Eh bien, avec le numérique, il pourra y avoir toute une série de développements de services associés d'une nouvelle nature. Par conséquent, il y aura évidemment des changements dans les qualifications demandées, mais je crois qu'il y aura toute une série de nouveaux emplois. Et les emplois, par contre, ne seront pas essentiellement des emplois industriels, car là, il y aura beaucoup de robots, mais ce seront des emplois dans les services. Mais vous avez dit robot, ça c'est un mot qui peut faire peur aussi. Est-ce que cette économie, elle ne va pas vers finalement une automatisation des emplois ? Il y a une étude, je crois que c'est l'université Oxford, qui disait qu'à terme, 40% des emplois d'aujourd'hui deviendraient automatisables. Oui, bien sûr, mais il y aura évidemment d'autres emplois qui se créeront. Vous êtes exactement comme ce vieux débat, vous savez, des diligences. Ah, il va y avoir la mort des diligences, il va y avoir le train, il va y avoir plus d'emplois. C'est pas vrai. Il y a une mutation permanente de l'économie. Par contre, il faut être créatif. Et pour être créatif, il faut davantage libérer les énergies de la création en France. Alors la création qui s'oppose par moments à des idées qui peuvent être considérées comme celles d'hier, mais qui alimentent encore une fois les débats d'aujourd'hui. Je reviens à ce qui alimente les conversations, notamment à gauche. Il y a une proposition forte, elle vient d'ailleurs d'un homme que je crois que vous aimez bien, vous appréciez. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas Canteloup, Arnaud Montebourg. C'est le protectionnisme, une forme de protectionnisme à la française. Mais est-ce que finalement il n'a pas raison ? Quand on voit que le Brexit annoncé par Theresa May fait grimper la livre, quand on voit que les menaces protectionnistes de Donald Trump sont saluées par le FMI qui prévoit monts et merveilles pour l'économie américaine, est-ce que l'avenir, c'est le protectionnisme d'hier ? Alors, je crois d'abord que le Made in France n'est qu'une vision très partielle. Dans les entreprises, nous avons toujours eu des usines en France que nous avons développées grâce à la technologie. Et nous avons eu aussi des usines dans les pays émergents parce qu'il faut faire du volume dans un certain nombre de métiers où le coût salarial est important. Par conséquent, le strict Made in France, comme le strict Made in America, pour moi, n'a pas de sens. C'est-à-dire que, pardon, pour préciser ça, il y a certaines propositions qui disent qu'il faudrait réserver une part très importante des marchés publics, certains disent 80%, aux entreprises françaises, aux PME françaises. Ça vous paraît pas réaliste ? Vous, le chef d'entreprise, vous dites c'est pas possible ? Je crois quand même que dans toute une série de domaines, il faut arriver à promouvoir davantage les achats en France. Maintenant, distinguons deux choses. Vous avez d'une part la libre circulation des biens et des services, c'est-à-dire qu'on puisse importer des produits, qu'on puisse en exporter. À part les cas extrêmes qu'on appelle le dumping, c'est-à-dire quand vraiment les gens abusent de leur position, je crois que là, il faut rester ouvert.
En revanche, je crois qu'il faut être très attentif sur les notions de contrôle du capital. Je ne crois pas qu'il faut laisser vivre un modèle anglo-saxon dans lequel la finance a tous les droits, dans lequel l'actionnaire a tous les droits, dans lequel les OPA hostiles également sont possibles, faute de perdre véritablement le contrôle de nos centres de décision. Et quand il n'y aura plus de centres de décision en France, vraiment on n'aura que nos yeux pour pleurer. Par conséquent, séparons les deux, et à cet égard, il y a des points très importants, comme la présence de salariés dans les conseils d'administration. En revanche, il faut faire en même temps un dialogue social extrêmement vigoureux. Mais n'oublions pas qu'on n'est plus dans un monde dans lequel il y a une concurrence entre les entreprises avec des règles du jeu comparables. On est dans un monde de bataille entre les États à partir de leurs champions nationaux. Précisément, Jean-Louis Beffa, cette bataille entre les États, elle s'est illustrée de manière assez remarquable au Forum économique mondial de Davos. On a beaucoup parlé ici, hier, de l'intervention du président chinois, Xi Jinping, qui, pour la première fois, était à Davos. Et on a assisté à quelque chose de tout à fait étonnant. Il a défendu le principe de la mondialisation à l'heure où Donald Trump, le président américain, en dénonce les méfaits. On a le sentiment d'un monde à l'envers. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un renversement des grandes valeurs économiques dans le monde ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que chacun défend son intérêt tel qu'il le voit. Du point de vue notamment de Xi Jinping, bien entendu, il est favorable, étant donné la position qu'a réussi à obtenir l'industrie chinoise. Et il est évidemment favorable à ce qu'on garde des libertés d'exportation, etc. Mais en ce qui le concerne, sur le plan dont j'ai parlé, c'est-à-dire le contrôle du capital, les grandes entreprises chinoises, ça n'existe pas une entreprise chinoise privée. Toutes les entreprises sont en fait d'État en Chine. Donc c'est une mondialisation en trompe-l'œil, c'est une forme de leurre. Voilà, c'est une mondialisation en trompe-l'œil. Et du côté d'ailleurs du président Trump, au bout d'un moment, il se rendra compte qu'il ne peut pas prendre dans ce domaine-là des positions extrêmes, sauf à mettre en péril beaucoup d'entreprises américaines. Mais sa méthode à Trump, celle de prendre son téléphone et d'envoyer un tweet ou un texto au grand patron d'entreprises américaines pour vous dire si tu ne rapatries pas la production sur le sol américain, je t'infligerai des taxes douanières. Vous imaginez, vous, le président de la République envoie un tweet en disant Jean-Louis Beffa, si vous ne faites pas fabriquer davantage aux France, je vous colle des taxes supplémentaires. C'est une méthode moderne, efficace ou totalement rétrograde? Non, c'est surtout une méthode de communication, mais sur le plan économique, ça ne joue aujourd'hui que de façon marginale. Vous ne croyez pas que l'économie mondiale sera régulée dorénavant comme ça? Certainement pas par les tweets des présidents. Vous avez remarqué, on parle de Trump, des États-Unis, on parle de la Chine, et nous, ici, en Europe, nulle part. Est-ce que nous sommes condamnés à assister au dialogue économique et aux antagonismes entre la Chine, les États-Unis et une Europe qui finalement est hors du jeu? Je crois que nous allons avoir une grande chance avec d'abord le Brexit et la position que vient de prendre le Premier ministre britannique, qui est une position très dure vis-à-vis de l'Europe, en fait. Vous dites chance. Comment ? J'ai une chance, Ah bon. absolument. Ah bon. Et également Trump qui a attaqué l'Europe. Pourquoi ? Parce que ça va nous obliger à nous unir davantage. Nous allons comprendre que nous ne pouvons pas rester autant désunis. Et la véritable union à faire, d'abord et avant tout, c'est une meilleure compréhension entre la France et l'Allemagne. Et cette meilleure compréhension passe en particulier par des réformes en France qui nous permettront de mieux avoir la confiance de l'Allemagne pour cheminer davantage ensemble. Ces réformes, elles sont au cœur de votre livre, j'en parlais, qui paraît dans quelques jours, Se transformer ou mourir. Il y a une appellation d'entreprise un peu étrange dans votre livre, juste en quelques mots, c'est quoi? Les licornes. Qu'est-ce que c'est qu'une licorne? La licorne, c'est une start-up qui a réussi et dont la valeur atteint $1 milliard. Par exemple? Voilà, vous avez par exemple Sigfox dans les objets connectés, vous avez Blablacar également, voilà. Et il y en a d'ailleurs très Uber, peu en France. Airbnb. Airbnb, oui, bien sûr, c'est même au-delà d'une licorne, Airbnb, c'est-à-dire ça a de loin dépassé cette valeur, et c'est ce que j'appelle dans mon livre les méga numériques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ou demain d'ailleurs, ces licornes vont se substituer aux grands groupes traditionnels? Est-ce que demain, Airbnb sera plus fort que Renault, que BMW, je ne sais pas. L'économie, elle est là.
Alors, la licorne, c'est déjà quelque chose qui a réussi, mais ce qui a vraiment réussi, c'est ce qu'on appelle la méga numérique, comme Google, comme Amazon. Ouais, Pour l'instant, il n'y en a aucune pratiquement en Europe. Ce sont uniquement des entreprises qui ont cette taille aux États-Unis, bien sûr, et en Chine, on l'oublie souvent. Donc, par conséquent, l'Europe, pour l'instant, même dans le numérique, n'arrive pas à émerger. Jean-Louis Beffa, je voudrais calquer votre analyse économique sur l'analyse politique de ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui en France. Est-ce que vous considérez que d'une certaine manière, il y a une start-up? Dans votre livre, vous dites que Emmanuel Macron, c'est une start-up de la politique, avec tout ce que ça peut avoir de neuf, donc de séduisant dans la nouveauté, mais aussi d'inquiétant, parce qu'on n'en connaît pas, finalement, il n'y a pas eu l'épreuve du pouvoir, face au modèle traditionnel, certes moins innovant, mais rassurant dans ce qu'il promet. Est-ce que la politique, finalement, c'est les start-up face à la tradition? Alors, le véritable problème, en effet, c'est de savoir si Macron est vraiment vers la voie d'une licorne, c'est-à-dire est en train de croître à toute allure. Non, l'analogie est valable en ce sens que les partis traditionnels ne comprennent pas plus le phénomène Macron que les groupes traditionnels ne comprennent le phénomène start-up. Pourquoi ? Parce qu'il est, on dit, disruptif, c'est-à-dire il est différent. À la fois dans ses objectifs, ce n'est pas les mêmes objectifs que les partis traditionnels, il n'y a pas le même rôle de l'idéologie, ce n'est pas aussi le même fonctionnement, il n'y a pas le long parcours politique, etc. Donc il y a une grande analogie. Alors ensuite, est-ce qu'il va complètement convaincre ? On va voir. Simplement, il attire la même chose qu'attirent les startups, c'est-à-dire au fond la jeunesse, la nouveauté, la modernité. Merci Jean-Louis Beffa. Merci beaucoup Jean-Louis Beffa d'être venu ce matin sur Europe 1. Fabienne Amias, vous êtes gentil, vous prenez tout de suite un café parce que la journée va être longue pour vous. On vous retrouve ce soir évidemment à l'animation du troisième débat de la primaire sur France 2 avec David Pujadas et Eléa Salamé. Et on parlera de tous ces développements économiques, de tous ces clivages entre le monde de demain et le monde d'aujourd'hui qui doivent nourrir les débats de la gauche ce soir. Voilà, et dès que vous aurez fini le débat, vous reprendrez un café puisque vous serez avec nous demain matin à 8h15. À demain et à ce soir.